Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous excuserez ma tête de prépubère, mais j'ai l'impression d'avoir 15 ans de nouveau en ce moment. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu dans le thème de l'actualité. Je voulais vous présenter les JO de la littérature. Je vous propose de m'accompagner à travers Olympie et autres activités sportives à travers la littérature. Parfois, je vais avoir des associations d'idées un petit peu cheloues entre disciplines, thèmes et livres, mais je vais en clair vous faire une discipline olympique, un livre à vous présenter, et je propose que l'on plonge, que l'on saute, que l'on pédale ou autre vers la littérature en question. Et avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler deux choses. La première, c'est que je serai au Médiéval de Falaise, donc en août à Falaise à côté de Rouen pour les 3 Nornes. Et en septembre, nous avons Étanges Grande le premier week-end et Hypermonde à Bordeaux qui sont prévus. Et la seconde, et pas des moindres, c'est que cette vidéo est en partenariat avec Nextory. Cette vidéo est en partenariat avec la plateforme Nextory. C'est la seule application qui vous propose tous les formats de lecture, que ce soit du e-book au livre audio en passant par des séries audio originales, avec notamment de la presse ou de la BD, qui est disponible sur tablette et téléphone et qui vous permet de découvrir un catalogue de plus de 350 000 titres. Aujourd'hui, via le petit lien que je vous mets en barre d'infos, je vous propose de découvrir l'application pendant 45 jours gratuits. Nextory, je trouve que c'est hyper utile dans le sens que vous avez notamment le livre audio qui est, à mon sens, une petite révolution en soi, parce qu'on peut l'écouter de n'importe où, que ce soit dans la voiture, et maintenant l'application est disponible sur CarPlay, mais aussi dans la vie du quotidien, en faisant le ménage. Moi, je fais ça parfois en faisant mes colis, et ça permet de découvrir de nombreux textes. Vous allez retrouver des grands textes comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, des grands classiques comme Dune pour la science-fiction. Vous allez retrouver aussi des textes un peu plus récents, comme les Sœurs Carmine que je vous avais présenté. Et notamment, vous retrouvez Stream Sailor, qui est une série qui me tente énormément depuis peu, qui est une série de steampunk, plutôt pour de la young adulte, que vous pouvez écouter en audio, et ça c'est très très chouette. Et ça permet, si vous êtes comme moi et pas avoir beaucoup de temps dans votre journée, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Je vous laisse donc dans la barre d'infos le petit lien avec ma landing page pour bénéficier des 45 jours gratuits. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors, j'ai quand même dû faire une sélection, parce que quand je suis allée sur le site officiel, je me suis dit, merde, il y a quand même beaucoup d'épreuves olympiques sur des choses, genre le trampoline, je ne savais pas, voilà. Donc, il est possible que si cette vidéo vous plaise, on puisse faire avec d'autres disciplines olympiques, sélectionnées de façon totalement arbitraire, pas forcément en fonction de mes goûts et autres. Quand on pense JO, il y a une chose qui te pop à l'esprit. Moi, c'est quelqu'un qui court avec un javelot. Donc c'est de l'athlétisme. Et l'athlétisme, je pense que c'est ce qui est le plus suivi, c'est ce qui est quasiment parfois le plus impressionnant à regarder. Et voilà, il y a le côté stadium, il y a le côté un peu ancien. Et donc quand je pense à l'athlétisme, je pense à Olympie. C'est un peu les premières épreuves qui ont été mises en place, et je trouve que l'athlétisme, c'est d'autant plus intéressant dans le sens que ce sont des sports en général où il n'y a pas besoin de grands équipements pour pouvoir faire ces sports-ci. Et donc je vais présenter un livre qui est inspiré donc de l'histoire gréco-romaine. On retourne vraiment aux sources avec les mémoires de Zeus, ce sacré Zeus, celui qui trompe plus vite que son ombre, de Maurice Druon. Alors Maurice Druon, vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est un peu un dieu aussi de la littérature, du moins son œuvre, notamment sur l'histoire anglaise, a beaucoup marqué un des auteurs les plus importants de ces dernières années, c'est-à-dire George R.R. Martin. Maurice Druon prend le parti de faire prendre la parole à Zeus sur sa vie, comme une sorte de confession, voilà, de journal. Et donc Zeus va raconter toute son enfance, assez tragique, son règne, comment il a abattu son père, son rapport aux déesses et ses nombreuses aventures. Je suis pas une très grande fan de Zeus pour le coup, mais c'est intéressant, notamment son point de vue vis-à-vis d'Héra. Voilà, c'est sa vision de la mythologie, des événements vus par un dieu un peu surpuissant qui se sent plus pissé, voilà. Et en même temps, c'est son rapport avec les autres dieux, avec des grands mythes. Et ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'on va tracer des histoires de Zeus qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Nous, Zeus, je veux dire, le commun des mortels, c'est le mec qui a essayé de se faire bouffer par son père. Il a réussi à déjouer ce stratagème grâce à l'aide de plusieurs personnes. Il va donc tuer le père, prendre la place du père, se marier avec Héra. Ils vont avoir des enfants et Zeus est connu pour son libertinage. Donc voilà, on pense notamment, quand je pense à Zeus, moi la première image qui me vient c'est le Minotaure, tu vois. Mais avec Pasiphae où il se transforme et tout. Mais
Voilà, c'est le dindon, c'est voilà, c'est la pluie d'or, c'est tous ces mythes où de pauvres mortels se retrouvent enfantés avec des demi-dieux et Héra, voilà, Hercule fait tout pour les buter après parce qu'elle est un peu jalouse et on peut la comprendre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est bon, c'est son point de vue, mais c'est son rapport aux autres et comment les autres le perçoivent, la façon parfois il s'est pris des revers aussi et surtout des mythes qui sont pas forcément très très connus. Ses relations avec ses frères, les jeux de pouvoir, sa relation aux femmes, à la paternité, le fait de gérer aussi les attaques du royaume, parce que c'est quand même compliqué d'être dieu de l'Olympe. Mais voilà, c'est notre fameux Zeus que j'aime bien critiquer, mais c'est intéressant d'avoir cette vision-ci, ce point de vue-ci, et de rebalayer la mythologie d'un point de vue quasiment personnel ici, parce que c'est Zeus qui parle, et Maurice Druon est plutôt connu pour ses recherches pointilleuses. Donc pour les amateurs de mythologie qui voudraient découvrir un petit peu ce portrait par un prisme un peu plus personnel, voilà, on a les mémoires de ce cher coureur de jupons. J'étais obligée d'en parler parce que c'est mon sport de cœur, c'est le sport que j'ai pratiqué et c'est le sport que je suis, voilà, plus ou moins de loin. C'est le rugby, c'est le sud, c'est le pastis. Et j'avais envie de vous parler du rugby à 7. Voilà, on attend vraiment l'équipe française. Antoine, on est derrière l'équipe de France. Et quand je pense rugby, je ne pense pas qu'au sud et à la troisième mi-temps. Je pense aussi à l'esprit d'équipe. Voilà, on se serre les coudes, on est là ensemble parce que le rugby c'est un sport où vous avez donc plusieurs postes et que si chacun ne s'entraide pas, t'as du mal à marquer des essais. Voilà, pour le coup c'est un peu compliqué, donc t'as les avants, t'as les arrières, t'as les ailiers, t'as les demi de mêlée. On va pas faire un cours, mais c'est une grande géopolitique sur le terrain qui fait que chacun doit compléter le rôle de l'autre. Et quand on dit qu'on est pilier, voilà, comme je l'étais plus jeune, c'est qu'on est pilier de l'équipe. On est là pour soutenir l'équipe, défendre nos petits chétifs un peu derrière, tu vois. Quand je dis équipe, je pense donc à un roman où la notion de compagnon, de team est hyper importante. Et moi j'ai pensé au Feu de la sorcière. Ça fait longtemps que je vous ai parlé du Feu de la sorcière. C'est une saga que j'ai lue quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai adorée, que c'est de la vieille fantaisie un peu à papa. Mais c'est une fantaisie où à l'époque j'avais adoré le fait que plusieurs créatures de différentes races s'unissent pour lutter contre le mal. Voilà, c'est un peu classique, hein, c'est un peu le principe du Seigneur des Anneaux, mais quand ça marche, ça marche. Hein. Donc là, on suit donc cette jeune fille qui est une enfant à la base, voilà, qui est une sorcière, qui hérite d'un pouvoir perdu à la suite, voilà, d'événements, qui va devoir fuir son village, parce qu'on chasse bien sûr les sorcières, et qui va se retrouver liée à un livre très démoniaque qu'il faut détruire. Et pour ce faire, elle va être accompagnée de plein de personnages. On va autant avoir une elfe dans mes souvenirs, le personnage principal, c'est un peu notre Aragorn Wish, mais on l'aime, il est très très sympa dans le texte, qui est là pour la protéger, donc c'est un humain un peu baroudeur et tout. On va avoir un équivalent d'orc, on va avoir plein d'autres créatures, ce qui fait que c'est hyper intéressant parce qu'ils vont devoir apprendre à vivre ensemble même si ils sont ennemis, et on va voir chacun leur rapport par rapport à leur culture. Notamment, je me rappelle de l'orc, je crois que c'est un semi-orc, mais on voit en fait son rapport à comment il a dû fuir le clan et comment il se lie aux humains alors que les humains les détestent et tout. C'est assez intéressant et surtout ils ont besoin d'être ensemble pour faire face à la menace qui est hyper importante et à des guerres qui sont très prégnantes dans le royaume, et ils doivent protéger cette gamine, tous ensemble, main dans la main, et c'est ce qu'on aime. Il y a tellement de récits, j'ai pensé à Wild et tout ça, mais dans la fantasy, c'est souvent un trope de retrouver la compagnie, et personnellement, moi j'adore les récits où il y a plein de personnages ensemble, main dans la main. Escrime tout de suite ce sport de riche, on va parler de KPDP. Alors, j'aurais pu tomber dans la facilité, sincèrement, et vous présenter Pével, parce qu'en fantasy, il n'y a pas 36 fantasy qui parlent de KPDP, mais j'avais envie de vous parler d'un autre texte, qui est un classique de la littérature. Je ne vais pas vous parler du Dumas-verse, qui est très à la mode en ce moment, parce que Dumas, c'est exceptionnel. C'est un de mes textes, c'est dans mon top 5 de mes textes littéraires préférés, et que j'ai lu un certain nombre de fois, et qu'à chaque fois que je lis ce texte, je suis emportée. C'est Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Alors Cyrano, déjà, j'ai rarement lu une plume que je trouve aussi
pointilleuse, drôle, vive, c'est tragique, c'est beau, c'est triste, il y a de l'amour, il y a de la baston, il y a des personnages charismatiques. On suit donc ce cher Cyrano qui a un nez comme un cap et une péninsule et qui est très amoureux de sa cousine. C'est une autre époque, voilà. Sa cousine, c'est une belle gosse, mais elle voit Cyrano pas vraiment comme un potentiel amant, dans le sens que Cyrano a un physique assez particulier et un nez qui marque les esprits du fait de sa taille et de sa forme. Et Cyrano va, par un concours de circonstances, rencontrer un homme qui est amoureux de sa cousine et qui veut la courtiser, mais qui est absolument pas doué avec les mots, et qui va demander à Cyrano son aide. Et sachant que la cousine a l'air d'être plutôt intéressée par lui, Cyrano, il est dans un état d'amour tellement puissant pour sa cousine qu'il va aider ce jeune homme pour la rendre heureuse, et donc il écrit à la place de cet homme des lettres d'amour qui sont exceptionnelles. Et il y a du KPDP parce que Cyrano, lui, quand il arrive, il sort son épée, il menace tout le monde, voilà. C'est un grandiloquent, c'est un homme qui se bat, un univers où il y a beaucoup d'honneur et où les mots ont une place hyper importante, et il y a beaucoup de panache. Alors on fait place ensuite au tir à l'arc, on fait place au tir à l'arc, au tir, alors voilà, avec cette tension sur le fil, et je dois dire que dans ces JO de la littérature, il y a 2 livres que je déteste que je vais vous présenter parce que j'ai pas trop de références autrement, et vraiment quand je me suis dit, on va trouver un archer, voilà, tir à l'arc, la fantaisie est bourrée d'archers, et je regardais ma bibliothèque et je me dis, putain, les livres sur les archers, je les ai peut-être vendus aux données depuis, parce que c'est pas forcément ce qui me tente le plus, c'est pas les personnages qui m'attirent le plus. Alors autant je suis très fascinée par Robin des Bois, et là je suis en train de penser que j'aurais pu vous présenter un livre que j'aime beaucoup plus, mais bon, voilà, j'aurais pu vous parler du Anthony Ryan qui a fait une réécriture de Robin des Bois, voilà, où il y a des archers et ce genre de choses. Là je vais vous parler d'un texte alors que je n'aime pas, que j'ai lu la trilogie, je l'ai lu avant la grande hype parce que je l'ai lu avant qu'il sorte en français. Mais je n'aime pas ce texte, mais il y a un personnage archer dedans, et c'est un peu le point de départ du texte. C'est A Court on Thorns and Roses, donc de notre chère Sarah J. Maas. C'est un peu mon fléau à moi, parce que ce livre a changé énormément l'édition, et notamment, je peux pas le critiquer pour le fait que l'histoire, il y a de l'intérêt quand même. Moi, c'est vraiment les personnages, Rhysand, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un des rares personnages dont j'ai envie de vomir quand je le lis, voilà, au sens propre, et que les scènes d'amour entre les personnages me feraient gerber, pour le coup. Mais il y a au moins un plot dans l'histoire, il y a une trame narrative qui a un minimum d'intérêt. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, dans ce premier tome, réécriture très large, où on suit Fer, qui est une jeune fille qui vit au fin fond de la forêt, voilà, qui n'a pas une vie extraordinaire, qui chasse pour survivre, et un jour elle va chasser la mauvaise créature, elle va chasser une feuille, tire à l'arc, hein, c'est une archère assez exceptionnelle, et c'est assez important dans le texte parce qu'il y a du combat et ce genre de choses. Mais cette chère Fer va être enlevée par une faée pour vengeance. Et donc c'est ce cher Tamlin, ce mec très problématique, mais se tisse une histoire d'amour assez horrible entre les deux personnages, mais sachez que vous faites pas d'illusions, il y a un deuxième bonhomme qui arrive, et c'est son âme sœur, oh mon dieu, voilà. donc vous voyez, j'ai pas un intérêt particulier pour ce texte, mais il y a au moins une perception de la faillerie qui est assez sympa, des combats, un plot, une histoire, mais le cul est trop présent dans le texte, vraiment c'est hyper présent dans le texte, l'histoire d'amour, c'est de la romantaisie pure et dure, avec au moins le privilège que cette romantaisie explore un univers de fantaisie un minimum, ce qui n'est pas le cas forcément des petits-enfants qu'elle a fait. Fer, c'est une personne qui combat à l'arc, voilà, c'est très présent dans le texte, c'est une vraie esthétique, et quand on pense archer actuellement, on est obligé de penser à Fer, mais voilà, l'Alliance de Fer de Anthony Ryan correspond tout à fait à ça, avec cette réécriture. Part de Robin des Bois, après ça part dans beaucoup de choses, mais d'un jeune garçon qui va être recueilli par une bande de voleurs, et ça va pas se passer très bien quand cette bande va se faire massacrer, et que lui va se retrouver lié à des complots politiques. Ensuite, on passe sur des sports un peu plus aquatiques, et au fait que ces sports, déjà, en étant impressionnants, parlent de l'eau, du fait de circuler sur l'eau, et donc j'avais envie de vous présenter un roman où la traversée
a une importance où voilà, les personnes traversent quelque chose et notamment traversent sur l'eau. Plein de romans à vous présenter. Je me suis rendu compte que le thème de la traversée, notamment en fantasy, c'est quelque chose d'assez prégnant. Mais je vais aborder aujourd'hui La Belle Sauvage, donc de notre cher Philippe Pullman. Donc c'est le préquel de La Croisée des Mondes, 10 ans avant l'histoire principale de La Croisée des Mondes, qui est un des textes les plus populaires d'imaginaire, notamment l'imaginaire jeunesse, qui est un texte très particulier du fait de ses prétentions politiques, prétentions religieuses. Voilà, c'est un peu un texte qui est un contre-Narnia. Et ici, dans La Belle Sauvage, on suit 2 ou 3 personnages. On suit Malcolm et la jeune fille, c'est Alice, qui vivent en Bordeaux, voilà, qui sont... Malcolm, c'est le fils d'aubergiste, il me semble, et ils vont vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par un bébé qui s'appelle Lyra. Et ils sentent le truc assez mal, et ils veulent le protéger parce que Lyra, pour ceux qui ont fait la connexion, c'est le personnage principal de La Croisée des Mondes, c'est un personnage très important dans cet univers-ci. Donc Malcolm et Alice vont partir sauver cet enfant, notamment dans une grande traversée, voilà, à bord d'un espèce de canot, dans une ville où il y a des grandes inondations, et voilà, tout l'intérêt de 2 jeunes, c'est des enfants, hein, ils ont je crois 14-15 ans, vont tout faire pour, même un peu plus jeunes il me semble, sauver un bébé. Et donc ce qui est hyper intéressant, d'où au travers du thème de la traversée, c'est la traversée, le roman initiatique, hein, voilà, ils deviennent adultes, ils passent de l'âge de l'enfance au départ au fait de vieillir, c'est une très belle métaphore sur le passage voilà, à l'âge adulte, mais c'est aussi comment on s'occupe d'un bébé dans un monde qui est en train de s'écrouler. Voilà, il y a beaucoup de gens qui leur veulent du mal. On retrouve plein d'éléments donc de cet univers-ci. Et le deuxième se passe après, il me semble, quand Lyra est un peu plus âgée. Alors, le badminton, sans transition, le badminton. Le badminton, donc, il y a une chose qui me sort à l'idée quand je pense au badminton, c'est la légèreté du petit volant qui fait... Sport que tu pratiques en général au collège, mais sport où il faut, voilà, jouer avec ce truc qui est léger. Donc quand tu as fait du tennis comme moi, tu tapes comme une brute parce que tu as l'impression que la balle avance pas. Mais j'avais envie de vous présenter un livre léger, un livre qui prend pas la tête. Et pour moi, le synonyme de léger et du genre que j'aime vraiment en lecture légère, pas forcément ce que je retrouve le plus en fantasy, c'est le cozy mystery, avec notamment les détectives du Yorkshire, donc qui est une saga en 9 tomes pour l'instant. Il y a un 10e et dernier tome qui doit sortir, qui est de Julia Chapman, qui a été très mal adapté à la télé. Voilà, pour le coup, ça a été adapté en France, mais ça respecte vraiment pas l'univers. On est donc dans cette région anglaise assez particulière du fait de ses vallons et de ses collines. On suit donc un jeune homme, Samson, hein, il a quasiment la trentaine, c'est un flic qui travaille pour les stupes, il me semble. Voilà, il était en planque depuis longtemps, du moins il s'est fait passer, voilà, il est rentré un petit peu, il s'est déguisé pour enquêter. Il s'est fait choper d'une certaine manière, la police pense qu'il fait partie du trafic, donc il s'échappe pour retourner dans sa ville d'enfance pour être un peu plus dans l'anonymat. Et là-bas, il va retrouver une jeune fille avec qui il a grandi, donc qui est Delilah, qui fait partie d'une grande famille et qui, quand elle l'accueille, lui met un gros pain dans la gueule, notamment parce qu'il est parti du jour au lendemain il y a des années, que c'était le meilleur ami de son frère décédé pendant la guerre d'Afghanistan et qui s'est même pas pointé à l'enterrement. Les deux vont monter une affaire d'enquête. Delilah est très douée en informatique, elle gère une agence matrimoniale et la première enquête, tous les gens qui postulent dans son agence matrimoniale finissent par mourir, donc c'est un peu intéressant. Et on a ensuite ce Samson qui essaye de gagner sa vie et donc voilà, c'est un peu ces 2 personnages-ci avec des enquêtes très sympas et surtout un effet village qu'on aime bien avec des personnages attachants. Et voilà, pour tous ceux qui aiment l'Angleterre, les enquêtes et Barnaby, vous serez servis. Qui dit boxe dit adversaire et dit adversaire de taille, où on a un adversaire qui est important. Alors j'ai un peu triché dans celui-ci, du fait que j'avais envie de vous parler de l'adversité plus que de l'adversaire. Dans un texte hyper intéressant sur ce point de vue-ci, c'est La Grâce des Rois de Ken Liu. Alors Ken Liu, c'est de la silk-punk, c'est de la fantaisie chinoise qui est hyper intéressante parce que c'est le destin de 2 frères de cœur qui vont devenir ennemis du fait des complots politiques. Donc c'est un dernier héritier d'une grande famille qui essaye de renverser un empereur qui est oppresseur, et un voyou dont il a fait de la connaissance, et tous les deux vont se battre d'une certaine manière pour le trône. C'est une lutte fratricide, chacun est l'adversaire de l'autre, et les personnages sont très bien construits, c'est très touchant pour cette question-ci, et
bien sûr, le livre prend un certain parti à un moment, et l'adversaire qui est mis en avant est quand même un adversaire de taille, parce que déjà, il est très charismatique. C'est un adversaire qui est d'autant plus touchant que il est nuancé et on comprend aussi ses valeurs et pourquoi il fait ça. Donc voilà, c'est pas je suis le grand méchant, non, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et l'adversité, l'adversaire, c'est aussi toi en tant que lecteur qui fixe où est le curseur, parce que parfois tu vas être plus pour ce personnage-là, mais il y a des actes qui sont commis qu'il faut par exemple renverser la donne. Et par exemple, voilà, le personnage qui s'en sort, on va le continuer à le suivre après. Bah, y a aussi des questions qui se posent sur la façon de régner et aussi tout ce qu'il fait de mal en la question. Donc c'est assez intéressant parce que c'est assez critique des personnages en même temps. Et ça se passe dans une Chine assez ancestrale. Voilà, il y a un côté aussi avec une certaine technologie avancée dans le texte. Et ça, c'est très très chouette. Et Ken Liu devrait être plus lu en France parce que La Grâce des Rois, c'est quand même un sacré truc. Et c'est un livre qui est plutôt à recommander pour des lecteurs qui aiment beaucoup le complot politique, parce que c'est très présent. Et c'est un livre, la fantasy chinoise, notamment à Ken Liu, c'est pas construit du tout de la même manière que la fantasy américaine, anglaise ou même française. C'est des livres qui prennent beaucoup plus leur temps. Et pour le coup, où les notions d'honneur, les notions de culture, de colonialisme et ce genre de choses sont assez prégnantes. On reste toujours dans la testostérone, avec donc la lutte, voilà, et notamment l'haltérophilie, qui sont des sports qui me fascinent assez du fait, pas forcément chez les hommes, mais chez les femmes, dans des catégories qui ont été réservées aux hommes pendant très très longtemps, et te font des perfs de malades, et c'est hyper impressionnant. Je suis rentrée dans le cliché, je dois l'avouer, en pensant haltérophilie tout, je pense à testo, je pense à littérature de bonhomme, un livre où ça sent le muscle, quoi, ça sent le truc, et j'aurais pu mettre, franchement, la facilité aurait été Gemmell ou encore Conan, mais je vous prends un autre texte que j'ai pas du tout aimé, mais qui pour moi est l'illustration même d'un texte écrit par un homme pour les hommes, parce que au-delà du fait que c'est hyper sexiste, il y a un espèce de Roland de testostérone et de culte du muscle dans le texte qui est assez présent. C'est L'Ange du chaos de Michel Robert. Alors ce texte a extrêmement vieilli, hein. C'est une série assez populaire en France, mais je pense que c'est un des textes les plus terribles que j'ai lus sur la question des femmes, où le personnage principal est un... J'ai lu les trois, mais ça fait longtemps. C'est assez cliché, c'est le mal, le bien, les ténèbres, la lumière, même si voilà, ça renverse du genre dans la lumière, il y a des gens pas bien, et puis dans les ténèbres, il y a des gens bien. L'histoire de ce cher Selendil qui travaillait pour la cour de lumière, qui avait plutôt un destin sympa en prévision, hein, il était estimé, qui va être trahi par ses proches, laissé pour mort et recueilli par les ténèbres pour devenir l'ange du chaos. C'est un récit de vengeance. C'est un récit de vengeance, mais c'est un récit de vengeance qui sent le muscle, hein, parce que déjà, physiquement parlant, les personnages ont des corps qui ne sont absolument pas naturels, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, mais les hommes sont sur-bodybuildés dans le texte. Les femmes, vraiment, il y a une sexualisation des femmes comme j'ai rarement lu, avec des descriptions de personnages féminins, c'est extrêmement gênant. Vraiment, il y a des moments, j'avais l'impression de lire plutôt des récits pour les adultes que pour la littérature générale. T'as des corps féminins qui ne sont pas possibles, avec des hanches... du genre sans chirurgie, c'est pas possible. Un culte de la maigreur et de l'anorexie dans le texte vis-à-vis des femmes. Les femmes sont toutes des objets sexuels, désirent tous le personnage masculin qui est fort avec un torse luisant, on dirait Gaston. Voilà. Et t'as ce délire-là. Genre toutes les meufs du récit ont envie de coucher avec Selendil parce qu'il est beau gosse, mon Dieu. Et c'est voilà, c'est un peu gênant. je trouve le texte très cringe là-dessus, mais ça sent la testo parce que déjà ça se bat comme des bourrins. Les personnages sont un peu bourrins, très virils même entre hommes, tu vois, c'est entre couilles, tu vois, tu le sens que c'est comme ça, mais voilà, c'est un certain type d'imaginaire qui a été plutôt populaire à une certaine époque, mais qui a assez mal vieilli, et moi qui m'a vraiment choquée sur les représentations, parce que Michel Robert, ça continue d'être publié, c'est un texte qui a dû sortir dans les années 90, hein, ça sent les années 90, et non, c'est les années 2000, oh, mon Dieu. Et sincèrement, si vous aimez pas les mauvaises représentations, lisez pas ça, parce que je pense qu'en tant que représentation
hyper horribles, de femmes notamment, et même les hommes, hein, parce que les hommes sont hyper virilisés, y a un truc de toxique derrière, du genre sur l'image que ça renvoie des mecs. C'est digne des romances les plus olé olé que j'ai pu lire, hein, voilà, sur les représentations masculines. C'est pas fou, et c'est même assez problématique. On passe au basket. Alors, vous allez vous dire, la meuf est folle. Quand je pense basket, je pense à Troy Bolton, dans son petit t-shirt rouge, qui chante Get Your Head in the Game, voilà, avec ses petits ballons et tout le monde. Donc voilà, il a la tête dans le jeu. Et donc toute la chanson de High School Musical, hein, chacun a ses références, mais je suis un enfant des années 90, c'est la stratégie du genre, l'entraîneur lui dit d'où tirer, d'un livre où la stratégie a une part importante. Quand je pense à la stratégie, il y a un texte qui est un texte, vous allez être peut-être étonné, parce que c'est pas forcément un texte de young adulte que j'aurais pu mettre, mais c'est une part importante de ce texte-ci. C'est un livre de young adulte que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, où le côté stratège du personnage est assez important. C'est The Curse de Marie Rutowski. Donc The Curse, c'est une histoire qui mêle histoire sentimentale, fantasy, dans un univers où vous suivez Kristen, je crois que c'est ça son nom. Ouais, non, c'est Kestrel, pas du tout. Kestrel, c'est la fille d'un général d'un pays qui a colonisé un autre pays. Donc Kestrel arrive dans ce pays quand elle est assez jeune, va habiter la maison donc de quelqu'un qui a été chassé de chez lui, et vit sous le joug de son père qui essaye de la former, hein, parce que les femmes, il me semble, il y a un truc du genre, elles rejoignent l'armée ou elles doivent se marier. Et Kestrel, le mariage, ça l'attend pas forcément plus que ça. Et un jour, quand elle est un peu plus vieille, donc vers les 17 ans, elle se rend au marché. Et elle repère un esclave un petit peu troublemaker, tu vois, un esclave qui cause des petits ennuis. Et elle va faire un pari sur lui, et elle va l'acheter. Et va vite se rendre compte que c'est peut-être la pire erreur qu'elle ait faite de sa vie, ou la meilleure. Voilà, l'esclave, vous doutez bien qu'elle a une importance assez particulière dans le récit. C'est une très belle histoire entre les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est très mélodramatique. Voilà, il y a beaucoup de rebondissements, les personnages se trahissent et tout. C'est vraiment, il y a une tension dans le texte. Mais la stratégie est d'autant plus importante que Kestrel, il y a des guerres qui sont en cours. Et c'est un personnage assez vif d'esprit sur ces sujets-là, qui a été entraîné depuis petite à réfléchir aux conflits et ce genre de choses, et qui va se servir de ses capacités pour régler des problèmes, pour avoir la main mise sur d'autres choses, être en supériorité. Et donc il y a tout ce côté stratège qui est aussi dans le texte, parce que les personnages vont devoir établir des stratégies pour pouvoir, je ne vais pas spoiler, mais faire avancer leur quête personnelle. Donc voilà, il y a le côté guerre, il y a le côté stratégie assez important, et c'est à l'époque, hein, c'est un bouquin qui est sorti dans les années 2010, hein, je crois, hein. Donc moi je l'ai même fait dédicacer, parce que j'étais allée à Livre Paris, elle était venue. C'est sorti en 2014. Et donc, celui-ci est sorti en 2017. J'ai l'impression que ça fait des années que je l'ai lu. Mais ce qui m'avait plu, c'est qu'en young adulte, c'est une des premières fois où j'ai vraiment vu un personnage féminin qui était particulièrement intelligente sur ce domaine de la stratégie, de la politique et du militaire. Et ça, c'était un truc qui m'avait beaucoup plu. Et franchement, The Curse, c'est une des sagas dont j'ai le meilleur souvenir en young adulte. Voilà, que je relirai pas parce que j'ai pas envie de me gâcher ça. Mais en termes de personnages, de trucs narratifs, il y a des scènes, tu sais, notamment des scènes de romance qui m'ont beaucoup marqué. Que j'ai encore en tête parce que je pense que j'étais très emballée par l'histoire. Voilà. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, on va traiter du volleyball. Et le volleyball, alors pareil, on rentre dans le cliché un peu beauf, mais quand je pense à volley, je pense à été, je pense à plage, je pense à beach volley en fait, alors que le volleyball se pratique en salle. Mais je pense à beach volley, et donc j'avais envie de vous parler d'un livre qui sent bon l'été. Et l'été, il y a quelque chose que j'aime bien lire, les shoujo. Vous allez trouver ça bizarre, mais l'été, moi j'ai besoin de lecture légère. Je vous ai déjà présenté de la Cause Mystery, mais j'avais envie de vous parler un petit peu d'un shoujo. Alors j'en ai lu beaucoup quand j'étais adolescente. J'en lis beaucoup moins, je lis beaucoup plus de seinen, donc plutôt des mangas pour les adultes orientés masculins. Voilà, les japonais genrent beaucoup leurs textes, mais en même temps, c'est genre, t'es une femme, tu peux le lire, y a pas de problème. Et j'avais envie, je vais vous en piocher un, voilà, au hasard. Prendre Love Baka, voilà, il me tombe sur la main. J'ai pas terminé, je crois, hein, pour le coup, il faudrait que je les relise. Très envie de lire des mangas en ce moment. C'est un manga qui se passe dans le milieu éditorial, c'est les mangas que je préfère en général, et qui parle de l'histoire de cette jeune femme qui est une mangaka qui a pas forcément beaucoup de succès, qui va voir son manga être reprise en main par le directeur éditorial qui vient d'arriver dans sa maison d'édition,
qui est ce beau gosse de fou. Elle le trouve parfait au début, notamment parce qu'il est très charmant. Ce nouveau responsable éditorial va beaucoup jouer dans le fait que son manga va devenir un manga à succès. Vous savez que les mangas, c'est publié de façon, en général, de semaines, voilà, ça dépend des magazines. Donc, c'est un rythme assez effréné et il va se devenir vite manipulateur et tout faire pour qu'elle l'écrive, alors qu'elle n'a pas envie forcément toujours. Et donc, c'est une romance entre les deux, assez mignonne, qui parle aussi un petit peu, dans mes souvenirs, des attentes des femmes. Vous savez, le Japon, c'est un peu particulier sur la vie. Le Japon a une vision particulière du foyer, de la domesticité des femmes et ce genre de choses. Et ça parle aussi du rôle de ces femmes-là, du rôle des femmes dans le manga aussi, voilà, qui prend de plus en plus de place. Et voilà, la nana est un petit peu... c'est très niais, hein, c'est très léger pour le coup, mais elle est un petit peu catastrophique. À travers tout ça, il y a de l'amour qui va transpirer, et pour le coup, pour l'été, ça me plaît beaucoup. Sur ce, si vous souhaitez reprendre cette vidéo cet été, n'hésitez pas, voilà. Et n'hésitez pas à dire si vous voulez une partie 2. Je remercie encore Next Story pour le partenariat du jour. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.